Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve dans cette vidéo, on est samedi le 28 décembre, il est 14h58. Je pense que cette vidéo je vais la monter et la poster assez rapidement parce que je n'ai pas du tout envie de poster d'autres vidéos avant celle-ci. Donc je ne sais pas très bien comment va être structurée cette vidéo. Mon intention, c'est de vous parler de Potiron, de raconter son histoire et de lui rendre hommage. Je ne sais pas si je vais savoir tourner cette vidéo en un coup, parce que je pense que ça va être compliqué. Mais voilà, on va avancer et on verra. Alors, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Potiron. Donc la première fois, c'était en avril, dans ma vidéo qui parlait de notre voyage à Chypre. Donc à cette époque-là, Potiron n'avait pas encore de nom. Je l'appelais Petit Chat parce que je ne savais pas si elle appartenait à quelqu'un, même si je prenais déjà assez bien soin d'elle. Et la deuxième vidéo, c'est la précédente par rapport à celle-ci. Donc c'était début décembre. Et c'est la vidéo dans laquelle je vous montrais la dernière partie de ma sélection des jeux d'automne. Et on a tourné la vidéo ensemble. Potiron n'était pas très bien puisqu'elle était déjà très malade à ce moment-là, mais ce jour-là ça allait. Et donc ici malheureusement elle n'est plus de ce monde. Donc je ne peux pas tourner cette vidéo avec elle, mais je voulais partager avec vous son histoire. Ça va être compliqué. En vrai, je sais assez peu de choses sur Potiron. Donc c'est un chat qui était dans le quartier depuis probablement des années. Je ne sais pas si à un moment elle a vraiment appartenu à quelqu'un, ou enfin si quelqu'un a vraiment pris soin d'elle ou pas. J'ai une photo de 2019, quand Cara était toute petite, qu'on a retrouvée un peu par hasard et sur laquelle on voit Potiron à la fenêtre, donc elles se disent bonjour à travers la fenêtre. Et Potiron était déjà adulte à ce moment-là. Mais voilà, c'était un chat qui était de passage dans le jardin, mais comme plein d'autres chats, rien de particulier, rien d'alarmant. J'ai commencé à observer Potiron assez souvent chez nous au printemps 2023. Elle n'était pas tout le temps là, mais elle était présente par moments. Il y a énormément de faune dans mon jardin. Je ne sais pas si vous entendez d'ailleurs, on entend les moineaux qui piaillent comme des fous. Je filme dans la pire pièce pour tourner parce que le néon fait un potin monstrueux. Il y a le robinet qui goutte, où on entend ploc-ploc dans l'arrosoir qui est en dessous. Mais je voulais tourner dans cette pièce-ci, je vous explique après pourquoi. Donc j'ai vu Potiron plus souvent à partir de printemps-été 2023. En novembre 2023, que je l'ai vu pour la première fois dormir dans l'ancien poulailler qu'on a dans le jardin. Mais voilà, je l'ai vu, j'ai vu qu'elle y dormait, et je me suis dit, oh bah tiens, elle est de passage, et elle s'est abritée là parce qu'il pleut, il fait froid, ou je sais pas quoi, ou c'était pas spécialement alarmant parce que je la voyais pas tout le temps, elle était pas tout le temps là. Mais au fil des jours, fin 2023, tout début 2024, j'ai remarqué que de plus en plus, en fait, elle était tous les jours là. Quel que soit le moment où j'allais dans le jardin, à un moment ou à un autre, je la voyais, je la trouvais, pas toujours au même endroit. Parfois elle était dans le poulailler, parfois elle était sous les fougères, elle se baladait. Elle se laissait pas du tout approcher. Par contre, elle miaulait, comme si elle demandait quelque chose, mais sans oser vraiment interagir avec nous par la suite. Ça m'a vachement interpellée parce que
c'est quand même curieux d'avoir un chat qui passe tout son temps dans un jardin, entre guillemets, qui n'est pas le sien. Enfin, c'était déjà le sien, mais je le savais pas encore. Et le moment où j'ai eu un déclic, c'est que il commençait à faire vraiment froid. Et je ne sais plus pour quelle raison, mais à un moment, j'étais dans le jardin en pleine nuit, style à 1 h du matin, et j'ai vu qu'elle était dans le poulailler, qu'elle dormait là. Et je me suis dit, mais si au milieu de la nuit, elle est là, ça veut dire qu'elle est là tout le temps, et ça veut dire qu'elle n'a pas de maison en fait. Et à partir de ce moment, moi ça m'allait pas du tout de laisser ce pauvre petit chat comme ça, sans s'en occuper dans ce vieux poulailler un peu insalubre. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à lui proposer un peu de nourriture. C'était juste quelques croquettes dans une petite assiette et je m'éloignais beaucoup pour lui laisser le temps de venir manger. Et tout de suite, elle a été très intéressée par ce que je lui donnais. Elle mangeait beaucoup et très rapidement. Au fil des jours, j'ai fait comme dans ce qui est expliqué dans Le Petit Prince. Je me suis assise de plus en plus près, chaque jour. Et en parallèle de ça, évidemment, j'ai continué mon rituel au jardin, dont je vous avais déjà parlé. Donc je mets de l'eau pour les oiseaux, je mets des graines. Elle me voyait aller et venir. C'était des mouvements normaux dans la journée. Et je passais plusieurs fois devant le poulailler. Et de temps en temps, j'essayais de m'approcher tout doucement, de lui montrer ma main. Et petit à petit, elle a bien voulu sentir ma main. Et à un moment, j'ai réussi à faire ce que j'appelle un petit nez. Donc c'est vraiment en présentant la main, toucher son nez sans qu'elle ait peur. J'ai continué à lui donner à manger tous les jours. Il a commencé à faire vraiment froid. Donc à ce niveau-là, moi, ça m'allait pas du tout de la laisser comme ça sans m'en occuper. Donc ce qu'on a fait, c'est que donc on a une pièce, c'est ce qu'on appelle l'atelier. Donc c'est la pièce dans laquelle je suis ici, qui est attenante au jardin. Et à la porte de cet atelier, il y a, c'est pas vraiment une chatière, c'est une trappe, mais beaucoup plus grande. Je pense que c'est style pour un grand chien, style un labrador ou un berger. Donc c'est très lourd comme trappe. Donc on l'a descellée, donc pour permettre de nouveau le passage, puisqu'on l'avait scellée pour éviter qu'il y ait du froid qui rentre dans la maison, vu qu'on n'a pas de chien, et que Cara ne sort pas. Donc on l'a descellée, je la maintenais en position ouverte avec une cale. J'ai installé un panier sur un morceau de carton, donc pour isoler du froid, un panier couvert, de manière à ce qu'il y ait vraiment un endroit où elle sache s'abriter du froid, de la pluie, du vent, un endroit de chute où elle serait bien. Ce que j'ai fait pour lui faire comprendre qu'il y avait quelque chose à voir à cet endroit, c'est que j'ai fait un petit chemin avec des petites croquettes. Donc de à peu près le milieu de la cour jusqu'à la trappe. Et puis juste après la trappe, j'ai continué le petit chemin jusqu'à arriver à son petit panier. Et je l'ai laissé trouver le chemin. Et voilà, au fil des jours, finalement, j'ai réussi à la caresser. Elle avait un poil exceptionnellement doux. C'était un poil très très épais, ce qui est normal pour un chat d'extérieur. Mais la douceur qu'elle avait, c'était incroyable. C'était un tel plaisir de la caresser. Et à partir du moment où elle m'a fait confiance, où elle m'a laissé l'approcher, c'est devenu un chat tellement câlin. On avait tous nos petits rituels. Au fil de la journée, je descendais, de toute façon, tous les jours pour m'occuper du jardin et lui donner à manger, mais je descendais plusieurs fois dans la journée juste pour faire des câlins. En mars, je crois que c'était en mars 2024 du coup, j'ai commencé à me poser plein de questions sur qui elle était, d'où elle venait, de savoir aussi si c'était ok de lui donner à manger, parce que donner à manger à un chat sans savoir rien de son histoire, c'est pas top, parce que
la nourriture peut être différente en fonction de son état de santé, de son âge. Donc c'est pas top de faire ça à l'aveugle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé des petits papiers. J'ai commencé par en imprimer 400 et à les distribuer dans toutes les boîtes du pâté de maison. Je n'ai pas eu assez, donc j'en ai réimprimé, en tout j'en ai fait 600. Ça a été très long pour tout distribuer. C'est un gros pâté de maison et en fait on est la seule maison qui est restée une maison unifamiliale, toutes les autres maisons ont plein d'appartements. Donc voilà, c'était un gros boulot de faire ça. Donc sur ce papier, je demandais si c'était le chat de quelqu'un, avec une petite photo où elle est très reconnaissable parce qu'elle avait... donc c'était un chat noir avec du blanc sur le museau, sur le devant, sur les pattes. Mais elle avait une tache noire au niveau du nez et de la bouche, donc elle est très reconnaissable. On sait facilement l'identifier. Pendant des semaines, j'ai pas eu de réponse à ces petits papiers. Et un jour, j'ai un monsieur qui m'a appelé. C'était un appel extrêmement bizarre. Je sais pas si le monsieur s'exprimait juste bizarrement ou parlait pas très bien français. Je crois qu'il parlait bien français en fait, parce qu'il avait quand même un discours continu, cohérent, mais c'était vraiment très très bizarre. La manière, les mots choisis, la manière de parler, c'était vraiment étrange. J'étais assez mal à l'aise. Et il m'a dit que c'était un chat qui était dans le quartier depuis des années, qu'elle avait eu une portée, il m'a indiqué où, sur le pâté de maison, donc je voyais exactement, que les petits de cette portée avaient été gérés par une association. Et donc ce monsieur m'a dit que c'était une femelle, parce que je ne le savais pas à l'époque, qu'elle avait été stérilisée par cette association, et qu'elle appartenait à un monsieur qui habite non pas mon pâté de maison, non pas un pâté de maison en face, par rapport à lui, là où lui est, mais en diagonale. Donc ça voudrait dire, si Potiron appartenait vraiment à ce monsieur, si elle habitait réellement là, ça veut dire qu'elle traversait la rue, qu'elle allait par le parking du supermarché, et puis qu'alors elle arrivait dans mon jardin. En tout cas, un trajet compliqué et très dangereux. Le monsieur que j'ai eu en ligne m'a dit que le chat appartiendrait à donc un monsieur qui habite ce pâté de maison en diagonale, mais qu'il n'était peut-être pas très gentil avec son chat. Quelques jours après, ce monsieur m'a rappelé, le même monsieur, soi-disant par erreur alors qu'il essayait d'appeler son frère, mais il m'a tenu encore une demi-heure en ligne, et il a démenti ses propos en disant non, j'ai jamais dit ça, c'est son chat, c'est tout à fait normal. Donc le problème, c'est qu'à partir de là, j'étais complètement paumée. Je ne voulais pas kidnapper le chat de quelqu'un, même si moi je la retenais pas chez moi, hein, c'est elle qui était venue chez moi. Donc je voulais pas m'approprier le chat de quelqu'un d'autre, mais en même temps, j'étais très mal à l'aise à l'idée de prendre contact avec ce monsieur, parce que si Potiron était partie de chez lui, si elle s'était échappée, peut-être que c'est parce qu'elle y était pas bien. Et prendre contact avec lui et avoir ce monsieur qui exige que je lui rende son chat si c'est pas ce que le chat désirait, j'avais pas trop envie de faire ça. Donc j'étais encore plus perdue que quand je ne savais pas du tout qui, quoi, comment, pourquoi. J'ai mal aux jambes, donc je vais bouger. À ce moment-là, j'étais encore plus perdue de ce qu'il fallait faire d'un point de vue éthique, d'un point de vue légal et d'un point de vue loyal vis-à-vis de Potiron. Je voulais faire ce qu'il y avait de mieux pour elle. Et donc j'ai expliqué la situation à mon vétérinaire. D'autant que à ce moment-là, j'avais remarqué que Potiron avait quand même pas mal perdu de poids. Donc ça m'inquiétait et je me disais que s'il y avait un problème de santé, il fallait faire quelque chose, parce que si elle appartient à personne, que personne ne s'occupe d'elle, je voulais pas la laisser sans soin. Donc j'ai contacté mon vétérinaire, le vétérinaire qui s'occupe de Cara, mon autre chat. Je lui ai expliqué la situation et il m'a dit amenez-la au cabinet
on va voir si elle est pucée et en fonction de ça, on avisera. Donc il faut savoir que, je pense que c'est la même chose partout en Europe, mais en Belgique en tout cas, c'est obligatoire de faire pucer son chat. Si le chat n'est pas pucé, il ne vous appartient pas. Et c'est illégal d'avoir un chat sans qu'il soit pucé. Donc je suis allée chez le vétérinaire. Là c'était au mois d'août. C'était le 20 août. Premier constat, à la seconde, elle n'est pas pucée. Donc le vétérinaire m'a demandé, ben voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire à partir de là? Et ben moi, directement, j'ai dit, bah, si c'est légal, si je peux, là, comme ça, tout de suite, l'adopter, évidemment, je le fais, c'est ce que je veux. Je m'attendais à ce qu'ils disent que c'était pas possible, qu'il fallait attendre 40 jours, enfin la garder en quarantaine et faire officiellement une demande de est-ce qu'elle est à quelqu'un ou pas, ou d'aller voir ce monsieur. Enfin, je m'imaginais tout un truc super compliqué. Et il m'a dit, bah oui, pas de problème, alors on met la puce, on la met à votre nom, et enfin, vous l'adoptez officiellement, et c'est votre chat. Et en fait, ça a été un moment hyper important, le fait de devenir officiellement sa maman, et du coup de lui donner un nom, ça a énormément compté pour moi. Et ça a créé un lien, bon le lien était déjà super fort, hein, on faisait des câlins tout le temps, mais ça a créé un lien qui était infiniment plus fort entre nous. Elle était devenue un membre de la famille à part entière, elle avait un nom, elle était sous ma protection. Donc ça a été un moment très très important. Comme je disais au vétérinaire, j'étais inquiète parce que je l'avais vue perdre du poids. Donc on a fait, en même temps on a fait les vaccins, on l'a pesé évidemment, et on a fait une cure d'antiparasites. Et un peu plus d'un mois, 1 mois et demi à peu près, après, je suis retournée chez le vétérinaire pour faire les rappels de vaccins, puisque la première fois c'est en 2 phases. Et donc là on était fin septembre ou début octobre, je me souviens plus, je crois que c'était fin septembre. Et là elle avait repris un peu de poids, donc ça m'a rassurée et je me suis dit, ah bah c'est qu'il y avait peut-être un parasite, c'est ça qui l'avait fait perdre du poids, et du coup maintenant ça va un peu mieux. Au moment où il a recommencé à faire un peu froid, fin octobre, début novembre, je me sentais pas de la laisser uniquement dans cette pièce-ci, dans l'atelier, parce que bah, la pièce n'est pas chauffée, et le fait que la trappe soit tout le temps ouverte, ça amenait énormément de froid dans la pièce. Donc oui, elle était au chaud dans son panier, mais c'était pas parfait. Donc ce que mon mari a fait, c'est qu'il a installé une couverture pour cacher la trappe à l'intérieur de la maison. Donc de manière vraiment à faire un rideau épais qui garde le froid à l'extérieur. Et elle a tout de suite compris comment passer, comment l'utiliser. Donc il a déjà fait un peu plus chaud dans la pièce, mais je trouvais que c'était pas suffisant. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait entrouverte la porte devant laquelle je me trouve, donc la porte de l'atelier, de manière à ce qu'elle puisse aller dans le couloir. Et on laissait aussi entrouverte la salle de musique. Donc c'est la pièce dans laquelle j'ai tourné la vidéo précédente. Parce que cette pièce-là est chauffée, évidemment pour les instruments. Et je lui ai aménagé différents petits endroits pour qu'elle ait de quoi s'installer confortablement. Donc voilà, ces conditions de vie n'étaient pas parfaites, mais s'amélioraient. Ce que je vous ai pas dit, parce que vous n'avez toujours pas l'explication de son nom en fait. Donc au moment où le vétérinaire m'a dit voilà, elle n'est pas pucée, si vous voulez on lui met une puce à votre nom, et du coup est-ce que vous savez quel nom vous voulez lui donner? En fait jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à ce moment là, on n'avait jamais, on l'appelait Petit Chat, parce que je voulais pas lui donner un nom si elle en avait déjà un, mais vu qu'elle n'avait pas de puce, bah en fait vu qu'elle avait pas de puce, cette vidéo part dans tous les sens. Vu qu'elle avait pas de puce, ça voulait dire que le monsieur à qui elle prétendument appartenait ne prenait pas soin d'elle en fait, parce que en Belgique on peut pas aller chez un vétérinaire sans que le chat soit identifié, soit pucé, puisque c'est illégal,
Donc ça veut dire qu'elle n'avait jamais vu un veto, et que, en fait, que personne ne s'occupait d'elle. Donc c'est vraiment ça qui m'a décidé à en devenir responsable. Et le moment où le veto a demandé et vous savez quel nom vous voulez lui donner, j'ai tout de suite répondu Potiron. Pourquoi Potiron? Parce que Potiron, normalement, c'est un nom qu'on donne à un chat roux, mais elle était noire et blanche, donc c'est plutôt surprenant. Mais je trouve que c'est un nom dans lequel allez, la musicalité du mot, il y a énormément d'amour. J'aime beaucoup les noms d'animaux en 3 syllabes. Je trouve que c'est très doux. Voilà, à un moment, un peu avant qu'on aille chez le veto, j'avais pensé à ce nom. Ça m'était apparu comme une évidence, mais je l'avais jamais prononcé. J'avais jamais dit tout haut, voilà, j'aimerais l'appeler comme ça, ou je l'avais vraiment gardé pour moi parce que je savais pas si elle avait un nom ou pas, et je voulais pas le prononcer si je ne pouvais pas le lui donner. Je tire sur mon micro. Je voulais pas le prononcer si je ne pouvais pas le lui donner. Par respect pour elle, parce que si elle avait un nom, je voulais pas en imposer un en plus. Donc voilà, à partir de ce moment-là, elle s'est appelée Potiron. Elle avait officiellement un chez elle. Le jardin était à elle, l'atelier était à elle. Et petit à petit, on lui a ouvert les pièces du rez-de-chaussée côté jardin pour qu'elle ait un endroit plus confortable et aussi des pièces chauffées en prévision de la saison froide qui arrivait. À partir du moment où on lui a ouvert aussi la salle de musique, j'ai essayé de passer plus de temps encore avec elle. Parce qu'en fait, il faut savoir que Cara occupe toute la maison, sauf l'étage du dessous, et elle ne va pas non plus au jardin. Donc elles ont vraiment chacune leur espace. Enfin, elles avaient chacune leur espace, et elles ne se rencontraient pas. Parce que avec Cara, ça n'aurait pas été possible. Je la connais, je la vois, c'était pas possible, je ne pouvais pas prendre ce risque pour Potiron. Et puis c'était compliqué de permettre à Potiron de sortir, puisque bon, elle avait toujours connu l'extérieur, donc j'aime pas spécialement qu'un chat sorte, parce que c'est très dangereux, surtout là où j'habite. Mais enfermer un chat qui a toujours connu l'extérieur, c'est compliqué. Cara, elle a toujours grandi dans la maison, donc ça va, mais je voulais pas enfermer Potiron. Donc elles sont toujours restées dans des étages séparés. À partir du moment où on lui a ouvert la salle de musique, j'ai essayé de passer beaucoup plus de temps encore avec elle. Par exemple, j'allais lire ou faire du montage avec mon PC dans la salle de musique, et elle venait pas toujours, et elle restait rarement longtemps au même endroit, mais elle venait soit s'installer près de moi, soit s'installer en dessous de ma batterie, et juste rester dans la même pièce que moi pendant que je travaillais. Il faut savoir que même avant ça, quand elle avait juste l'atelier, pratiquement quelle que soit l'heure à laquelle je descendais, elle était toujours là, elle était toujours dans son panier. Et on avait toute une série de rituels ensemble. Elle adorait les caresses. C'est un chat qui se frottait énormément partout, comme pour dire ici je suis chez moi, c'est ma maison. Et quand je faisais mon rituel du jardin, elle venait toujours avec moi, elle faisait les allers-retours. Avec elle, ce rituel a commencé à durer 10 fois plus longtemps. Mais voilà, c'était notre moment à toutes les deux. À partir du moment où elle a eu un nom, et où donc elle était vraiment officiellement notre chat, mon mari s'est dit que il était vraiment temps d'essayer de faire plus sa connaissance, parce que jusqu'à maintenant, en fait, elle avait peur de lui, dans le sens où c'était un chat très craintif, et elle avait encore plus peur des hommes que des femmes. Et c'est l'un des éléments aussi qui m'a fait dire que peut-être qu'en effet, elle avait été maltraitée dans son ancienne maison. Et donc, avec mon mari, on a commencé à se partager les moments où on allait lui donner à manger, pour que petit à petit, elle commence à voir qu'il était gentil et qu'il fallait pas avoir peur.
Je suis désolée pour le bruit du néon, j'espère que cette vidéo est regardable. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le samedi 30 novembre, elle a très peu mangé et vraiment en plein de petits moments sur la journée, alors que depuis que je la connaissais, c'était un chat qui engloutissait, ce qui n'est pas bon, hein, mais qui engloutissait son repas en 3 minutes. Et là, en un coup, son comportement a complètement changé. Le lendemain, le dimanche 1er décembre, elle a rien mangé du tout. Ça m'a fait très très peur, et donc le dimanche soir, on a été aux urgences avec elle. Ils sont partis sur l'hypothèse que c'était peut-être un parasite, puisque la seule fois où je l'ai déparasité, c'était fin août, début septembre. C'était justifié de refaire un antiparasite à ce moment-là. Donc il pensait que c'était peut-être un parasite qui lui avait donné la diarrhée et qui faisait qu'elle était barbouillée. Donc à ce niveau-là, on a donné des antiparasites, un stimulateur d'appétit et un antivomitif. Enfin, on m'a remballé en me disant un chat qui mange pas que depuis 2 jours, ça justifie pas de faire plus d'examens que ça. Voilà, voyez dans les jours qui viennent comment ça évolue et ça devrait aller, il va manger, vous inquiétez pas. Le mardi, je suis retournée chez mon veto normal, pas les urgences, le veto qui la suivait, parce que ça n'allait pas mieux. Lui trouvait qu'elle était très crispée, donc il a fait une injection de cortisone et un relaxant musculaire. Donc à ce niveau-là, je devais lui donner du Buscopan pour détendre les muscles. La cortisone, ça a très bien marché pendant quelques heures. En un coup, j'ai retrouvé mon chat, je l'ai reconnu, mais ça s'est très vite estompé. Ensuite, on est retourné aux urgences le mercredi soir, parce que depuis le dimanche, depuis que j'avais été aux urgences, enfin même avant d'aller aux urgences, une des raisons pour lesquelles j'étais allée aux urgences, c'est que, en plus de ne pas manger, elle respirait beaucoup trop vite. Normalement, un chat, c'est entre 20 et 40 respirations par minute, et là, elle était à 60. Donc ça m'avait directement alertée, et j'en ai parlé aux urgences. Mais voilà, ils ont mis ça sur le compte du stress, ou peut-être ce que son veto disait, c'est que c'était peut-être lié aux douleurs musculaires. Donc voilà, c'est un peu passé inaperçu. Depuis qu'on était allé aux urgences, on avait bloqué l'accès à l'extérieur, on lui avait mis un bac pour pouvoir suivre ce qui se passait et savoir avoir des infos sur le problème. Et de dimanche soir à mercredi soir, elle n'avait toujours pas été à selle. Et donc ça a commencé évidemment à m'inquiéter. Et au téléphone, son veto m'a dit que lui avait peur que ce soit une occlusion. Et donc sur cette base-là, on a été aux urgences jeudi soir, où ils ont fait une radio. Et ils ont vu qu'elle était constipée. Donc elle a eu un laxatif et elle a pu évacuer. Et ils ont vu une boule, un volume au niveau de l'estomac, enfin à l'entrée de l'estomac. Ils ne savaient pas si c'était un corps étranger, une hernie, et ils ont proposé l'idée que c'est peut-être ça qui poussait aussi sur les poumons et qui faisait qu'elle respirait trop vite. Sur base de l'idée que ça pouvait peut-être être un corps étranger, j'ai dû lui donner de la paraffine pour essayer de faire transiter le corps étranger vers l'extérieur. C'est ce dont je vous parlais dans la vidéo de mes jeux d'automne. C'est tout froid maintenant. On est plusieurs jours plus tard. Là, on est le 1er janvier. Je vrai que c'est des crottes de souris. C'est des crottes de souris, tout va bien. On est le 1er janvier, donc le mercredi. Il est 19h. 19h17. Voilà, j'ai dû m'interrompre. J'ai dû interrompre la vidéo précédente et j'ai plus eu l'occasion de filmer après ça. Je me suis mis ici dans la salle de musique parce qu'il y fait plus chaud que dans l'atelier. Je vous retrouve avec un thé vert à la... je crois que c'est framboise et menthe de chez Clipper, dans une tasse... je
sais pas quoi, que mon mari a reçu à une convention pour son boulot. Donc, on en était au fait qu'on a été mercredi soir aux urgences et qu'ils ont vu sur les radios qu'il y avait soit un corps étranger, soit une hernie. Et quand notre vétérinaire a vu ça, lui, il était fort inquiet. Il était plus inquiet pour l'hernie que pour le corps étranger. Et donc, il m'a conseillé d'aller le plus vite possible faire de l'imagerie médicale pour déterminer ce que c'était, dans l'idée que si c'était une hernie, il fallait absolument opérer le plus vite possible. Donc c'est là qu'on a été dans une clinique, pas à Bruxelles, à Braine-l'Alleud, enfin une des villes proches de Bruxelles, mais pas dans la même ville. On a été là pour faire de l'imagerie médicale, donc on a fait une endoscopie, des échographies, et ils ont refait des radios. Ils ont déterminé qu'il n'y avait aucun corps étranger, donc à ce niveau-là, c'était bien. Eux, les radios ont déterminé que en fait, c'était très bizarre parce qu'eux ils ont dit l'inverse de mon veto. Ils ont dit non, mais si c'est une hernie, en fait, chez les animaux, ça ne s'opère pas vraiment. C'est quelque chose de fort compliqué qui doit se faire en plusieurs fois et les résultats en général sont vraiment pas très bons, donc on déconseille de le faire à moins que ce soit un cas d'extrême nécessité, qu'il n'y ait pas d'autre solution, mais sinon c'est plutôt soigner avec des médicaments. Ce que leurs études ont révélé, c'est qu'il y avait une sorte d'hernie, donc c'est les clapets qui ferment l'estomac qui sont pas bien fonctionnels ou l'estomac qui ressort selon les mouvements. En tout cas, que ça amenait de l'acidité. Enfin, il me disait oui, peut-être que ça peut jouer sur le fait que tout à coup, elle a moins d'appétit parce que c'est un inconfort. Et ils ont aussi déterminé qu'il y avait une inflammation des muscles qui bordent l'intestin. Et donc, j'avais des médicaments pour l'hernie et pour aider les muscles. Ils avaient l'air de dire que ça pouvait quand même être fort douloureux, que ça pouvait être, selon les cas, cancéreux ou associé à la maladie de Crohn, donc quelque chose quand même d'assez lourd, mais qu'une alimentation adaptée et des médicaments devraient vraiment aider à la remettre en forme. C'est vraiment ça, c'est à chaque fois que j'ai quitté un endroit, un vétérinaire, il m'a dit « Oh mais vous inquiétez pas, il va remanger votre chat ». Et chaque fois, je savais que c'était faux en fait. Et je dis pas probablement que tous les problèmes qu'ils ont observés étaient réels, mais je pense que c'était des problèmes, un peu des problèmes de fond, qui méritait un traitement, mais qui n'expliquait pas qu'elle arrête si soudainement de manger. Donc, je lui ai donné ces médicaments-là pendant plusieurs jours, donc du jeudi jusqu'au lundi. Lundi, je suis retournée chez mon vétérinaire traitant parce que ça s'améliorait toujours pas. Et donc, on a voulu faire une prise de sang. Et ça, je m'en suis énormément voulu. J'ai oublié. En fait, à chaque fois que je suis allée voir un véto avant l'endoscopie, à chaque fois, je demandais, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut faire une prise de sang? Et à chaque fois, soit on me disait, non, c'est trop tôt, ou mais le chat ne va pas assez bien, il ne faut pas endormir un chat qui ne va pas bien, juste pour une prise de sang. Donc en fait, à chaque fois, on m'a dit non pour la prise de sang. Et j'aurais dû la demander au moment de l'endoscopie, et j'ai oublié. J'étais tellement fatiguée, tellement stressée, tellement... Enfin, je vous dis, c'était tout en même temps. C'était potiron, c'était le boulot, enfin, il n'y a rien qui allait. J'ai oublié, je m'en suis tellement voulu. Et donc, comme son état ne s'améliorait toujours pas, lundi, on est retourné chez le vétérinaire et là, il a accepté de faire une prise de sang parce que malgré tous les médicaments, tous les traitements, toutes les pistes, son état n'était toujours pas bon. Donc, il a fait la prise de sang. Ça a été horrible, ça a été très compliqué. Il a fallu, on a dû la maintenir. On était d'abord mon mari et moi pendant que le véto faisait la prise de sang, mais mon mari n'y arrivait pas. Il s'est senti mal. Donc c'est mon papa qui est venu aider. C'était vraiment très difficile comme moment. Et je pense que pour elle, ça a été très très stressant aussi. Mais bon, on a quand même réussi cette foutue prise de sang et on a eu les résultats mardi soir. Il y a pas mal de choses qui étaient bonnes, mais par contre, les chiffres du foie étaient absolument catastrophiques. Enfin, genre... Je me souviens plus exactement, mais c'est des valeurs qui doivent être style entre 20 et 60, et elles étaient à 1400. Et une autre valeur aussi relative au foie qui était à 2000 et quelques, vraiment des trucs complètement aberrants.
Et le vétérinaire, ça l'a pas plus alerté que ça. Il m'a conseillé certaines nourritures plutôt que d'autres, mais bon, soit elle mange pas grand-chose, donc même si c'est pas très bon pour le foie, dès qu'elle mangeait quelque chose, c'était un peu une victoire. Mais ce qu'il m'a conseillé, c'est de lui donner de la poudre d'artichaut dans du yaourt maigre. Donc ça, je lui ai donné le mardi soir déjà, parce que dès qu'on avait une info, on courait à la pharmacie pour commander, pour avoir tout le plus vite possible. Et donc je lui ai déjà donné le mardi soir. Je pense qu'elle en a mangé un peu. En tout cas, à chaque fois que je lui donnais quelque chose, je pesais avant de lui donner et après pour vérifier, noter le nombre de grammes de ce qu'elle mangeait. J'essayais vraiment d'avoir un suivi le plus précis possible. Donc je sais qu'elle a mangé ce truc d'artichaut, mais par contre, le mercredi matin, j'ai trouvé un vomi plein de bile, donc clairement, oui, le problème est lié au foie, ça c'est sûr. Et en fait, le problème, c'est que mercredi matin, quand je l'ai retrouvée après la nuit, quand je suis venue lui donner ses médicaments, en fait, sa respiration, elle avait toujours été rapide depuis qu'elle était tombée malade, mais là, elle était bruyante. Et en particulier, quand je la caressais et qu'elle commençait à ronronner, son ronronnement faisait un bruit complètement anormal. Donc là, j'ai vraiment eu hyper peur et j'ai tout de suite appelé les urgences pour décrire la situation. À la base, j'ai appelé la clinique pour faire une analyse de sel parce que le véto m'avait refusé les échantillons parce que je les avais mis dans des bocaux en verre et il trouvait ça bizarre. Donc j'avais passé 3 jours à récolter les sels et ils me disaient « Oh mais non, on verra ça à mon retour de vacances ». Le problème c'est que je me disais « Oui mais si j'attends une semaine, à son retour de vacances, elle sera plus là en fait. Donc non, il faut analyser ces sels que j'ai là maintenant, il faut arrêter de perdre du temps avec des conneries ». Donc j'ai appelé la clinique pour demander si je pouvais déposer une analyse de sel. Et au moment où je me suis rendu compte que sa respiration était plus du tout normale, je les ai rappelés en disant non mais en fait je vais venir chez vous avec mon chat parce que ça va pas du tout, je pense qu'il faut l'hospitaliser. Heureusement ils avaient de la place. On est arrivé énormément en avance et on a dû attendre genre une demi-heure dans la salle d'attente. Et dès que la véto l'a vue, elle a directement en fait, elle l'a remis dans sa boîte de transport et elle a couru avec elle dans la section des hospitalisations pour la mettre dans une cage sous oxygène. À ce moment-là, ils ont estimé que, évidemment, la respiration était prioritaire sur le traitement du foie parce que on peut vivre quelques jours sans foie, mais on ne peut vivre que quelques minutes sans respirer. Donc la respiration est toujours prioritaire dans la gestion des urgences. Et le problème, c'est que pour traiter le foie, en gros, il fallait l'alimenter par une sonde. Et la sonde se met dans le nez. Donc, forcément, c'est encore plus compliqué pour la respiration. Donc, ils ont décidé de postposer cette éventualité. Perso, je ne suis pas sûre que je suis pour l'alimentation par une sonde. Je trouve... J'ai peut-être tort, hein, mais je trouve que là, on commence déjà à être dans l'acharnement. Parce qu'un animal n'a pas la possibilité de dire non mais ça je veux pas, c'est trop, laissez-moi mourir. Donc voilà, la sonde c'est vraiment, je savais pas si j'aurais accepté ou pas, mais en tout cas ils n'ont pas voulu la poser. Ils l'ont laissée dans la cage à oxygène. Donc ça c'était le mercredi, donc on est au 11 décembre. Donc on l'a laissée à la clinique et tous les jours on allait la voir, on téléphonait le soir et le matin pour avoir le suivi, pour avoir les nouvelles. Au fur et à mesure, il y a d'autres problèmes qui sont apparus, donc clairement le foie ça n'allait pas du tout. Mais il y a aussi un épanchement qui a commencé au poumon et il y a des lésions qui, au fil des jours, ils faisaient différentes radios et au fil des jours ils ont observé que les lésions s'agrandissaient. Le vendredi 13 décembre, on est retourné la voir et en fait, on n'imaginait pas qu'on allait pour l'euthanasie, mais en discutant avec la vétérinaire, on a compris que vu l'état, son état général et ce qui se passait au fil du temps, qu'il n'y avait pas vraiment d'espoir que ça aille mieux. On avait donné notre accord pour faire une ponction du foie dont on n'avait pas encore les résultats. Mais la vétérinaire semblait dire que, quels que soient les résultats du foie,
pour traiter l'ensemble des problèmes qui commençaient à apparaître. Mais c'est pas le fait de savoir ce qui se passait pour le foie qui allait faire qu'on sache régler, par exemple, l'épanchement au poumon. Et le problème, c'est que pour attaquer l'épanchement des poumons, c'est une opération et il y a aussi le fait que son sang commençait à ne plus bien coaguler. Tout ça est lié probablement au fait que le foie ne fonctionnait plus du tout. Donc, en gros, tout le corps était en train de lâcher. Et donc, sous les conseils de la vétérinaire, on a pris la décision de lui dire au revoir. Ça a été très difficile, très long, comme négociation avec nous-mêmes. On a décidé qu'on ne voulait pas s'acharner s'il n'y avait pas d'espoir qu'elle ait de nouveau un jour une vie normale. On a très très mal vécu les jours qui ont suivi ça parce que, évidemment, on s'en veut, on se pose 1000 questions, on retourne la question dans tous les sens dans son esprit. J'ai pas tellement envie d'entrer plus dans les détails parce que le but de cette vidéo n'était pas de parler de sa maladie, le but c'était de parler d'elle, de parler de ce qu'on a partagé. On lui a fait une petite tombe dans le jardin, dans son jardin, pour qu'elle puisse rester chez elle, rester dans l'endroit qu'elle avait choisi comme sa maison pour toujours. Ce qui est difficile, c'est que sur toute cette période où elle a été malade, c'est qu'on a retourné 1000 fois tout ce qui s'est passé dans les jours et les mois qui ont précédé. On a tout retourné dans tous les sens, on a regardé toutes les photos qu'on a prises pour essayer de déterminer ce qui aurait pu se passer. Dans quelle mesure on avait une responsabilité là-dedans ou non. Je sais que ça sert à rien, je sais que c'est quelque part que c'est nocif, mais c'est difficile de s'en empêcher en vrai. Et le plus difficile, c'est de vivre tous les moments du quotidien dont elle faisait partie, mais de les vivre sans elle parce que c'est là qu'on ressent le plus l'absence. J'espère simplement qu'elle était bien chez nous, qu'elle a passé une belle année avec nous. Parce qu'au final, ça ne faisait qu'1 an qu'elle était avec nous. Je pense que c'était un chat assez âgé. Je ne sais pas quel âge elle avait. Les canines du haut, il n'y en restait qu'une. Donc normalement, ils en ont 2, mais elle n'en avait plus qu'une. Je ne sais pas du tout comment elle l'a perdue. Je l'ai toujours connue avec une seule canine. Mais pour moi, c'est quand même un indicateur que ce n'était pas un chat tout jeune, que ce n'était pas nécessairement un chat qui a eu une vie facile, qui a été très bien nourri. Je pense qu'elle était assez âgée, plus que ce que les vétérinaires ont imaginé de prime abord. J'espère qu'elle a été bien chez nous, qu'elle s'est sentie aimée, parce qu'elle l'était, ça c'est certain. À la clinique, à chaque fois qu'on est allé la voir, dès qu'elle me voyait, elle ronronnait comme pas possible. On voyait qu'elle n'était pas bien du tout, mais dès que je la caressais, elle ronronnait. Petite boule. Je sais plus ce que je disais maintenant. J'aurais bien aimé pouvoir lui offrir plus un vrai foyer normal, complet, traditionnel. Puisque ici, elle avait le jardin, elle avait l'atelier, elle avait à la fin le couloir et la salle de musique, mais bon, c'est pas non plus la même chose qu'un petit chat qui est avec nous dans le salon, qui vient dormir avec nous la nuit. J'ai essayé de passer du temps avec elle, mais j'aurais voulu pouvoir lui offrir plus. J'espère qu'elle était bien. En fait, ce qui est difficile à accepter, c'est que je me dis, c'est un chat qui avait je sais pas combien d'années, probablement assez vieille. Elle a vu plein de choses, sûrement des choses pas faciles. Et elle arrive chez moi, et c'est à ce moment-là que ça va plus. C'est comme si c'était moi qui lui avais pas offert ce qu'il fallait. En tout cas, ça a été un bonheur de prendre soin d'elle pendant 1 an, de la voir tous les jours tellement contente quand j'arrivais avec son plat. Elle ronronnait à chaque fois que je venais la voir. Elle était tellement douce, elle avait un poil épais et doux, vraiment, c'est le mot qui convient le mieux pour la décrire, aussi bien au niveau physique qu'au niveau de son comportement. C'était un chat adorable. Elle chassait beaucoup, mais uniquement les souris. Elle ne touchait pas aux oiseaux. Enfin, le jardin était son territoire, donc elle empêchait les autres chats de venir. Donc en fait, elle m'a vraiment aidée
a créé, un oasis pour les oiseaux, puisque c'était une zone protégée en fait. Euh, j'aurais pas pu, rêver d'avoir un chat plus adorable. Plusieurs fois, elle m'a apporté des souris. Donc, il y a une fois où elle m'a apporté une souris qui malheureusement est décédée après que j'ai essayé de la soigner. Mais d'autres souris, elle me les a apportées et j'ai su les sauver, j'ai su les relâcher. Et la veille du jour où elle a arrêté de manger, donc le vendredi 29, ouais, le 29 novembre, elle m'a apporté une souris même pas blessée. Elle l'a déposée à mes pieds. Cette souris, bon, la souris était tétanisée évidemment, donc elle est restée en petite boule, mais, elle me l'a apportée telle qu'elle, même pas blessée. Je me dis, mais quel chat fait ça? C'était un amour. Et cette petite souris, je l'ai relâchée il n'y a pas longtemps. J'ai mis un peu de temps à réussir à me décider à la relâcher. Ça a été compliqué aussi de déterminer ce qu'il y avait de mieux pour la souris. S'il valait mieux la relâcher dans le jardin ou au parc pour la souris. Et par rapport à le respect de la mémoire de Potiron, j'ai eu beaucoup de mal à me décider quoi faire. Finalement, je l'ai relâchée dans le jardin. Je ne sais pas si c'était la bonne décision à prendre ou pas, mais voilà, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Alors, mon mari et moi, on fait brûler un cierge pour Potiron tous les soirs. Mon papa a imprimé des photos d'elle que je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais mettre un peu tous les chats de la famille dans un cadre. Et mon papa a imprimé pour ma grand-mère aussi des photos de tous nos chats. Enfin, les miens, donc Cara et Potiron, les chats de mon frère, donc Ti, Kelly et Ina, ainsi que Valkia, donc le chat de mon frère qui est décédé il y a déjà quelques années, et des photos aussi du chat qui vient chez mes parents, donc Charlie. Comme ça, ma grand-mère adore les animaux, elle est plus chien que chat, mais voilà, elle aime beaucoup les animaux, et quand on a été la voir à Noël, elle était toute contente de voir les photos de tout le monde, enfin de tous les animaux. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai aussi un pendentif en forme de... Je crois que c'est censé être une citrouille, mais je m'en fiche, pour moi c'est un potiron que j'ai acheté chez Fable England, en hommage à mon petit bébé. Ça me tenait à cœur de parler d'elle, parce que ça me fait plaisir de parler d'elle, même si c'est dur. Voilà, cette vidéo était un petit message d'amour pour tous les moments merveilleux que j'ai passés avec Potiron. J'aimerais bien conclure avec... je sais que c'est des banalités affligeantes, hein, mais en fait, on se rend compte... En fait, c'est au moment où on a perdu quelqu'un qu'on se rend compte à quel point c'est vrai. Cette notion de vivre l'instant, de relativiser, de ne pas s'en faire trop pour des choses genre le boulot. Que ce qui compte, c'est la santé. C'est tellement bête. Et en fait, quand on est confronté à des vrais problèmes, on se rend compte à quel point c'est la vérité en fait. Que ça sert à rien de vivre dans le passé, mais qu'il faut chérir les moments qu'on a partagés avec les gens et les êtres qu'on aime. Je sais que c'est banal et je suis pas sûre que qui que ce soit arrive à bien le faire au moment même, parce que c'est toujours quand il est trop tard qu'on s'en rend compte. Mais voilà, si ce conseil peut vous aider à le vivre d'une bonne manière, je vous le souhaite en tout cas. Voilà, j'aimerais conclure en disant à quel point Potiron a été un petit chat merveilleux et à quel point je suis heureuse qu'elle m'ait fait confiance. Je voudrais tellement la remercier pour m'avoir fait confiance et d'avoir choisi mon jardin, ma maison et moi surtout pour veiller sur elle. Parce que grâce à elle, j'ai passé une année unique en fait. Et c'est marrant parce que c'est ça que je voulais vous dire. Au boulot, ça a été très très difficile, surtout la deuxième partie de l'année, depuis juin. Et à chaque fois que j'étais au boulot, je me disais, mais 2024, ça sera vraiment l'année que je retiendrai comme l'année de merde. Et j'ai tellement hâte d'être début 2025 et que
de voir que tout roule, que c'est bon, que, entre guillemets, qu'on n'a plus besoin de moi de manière aussi intense. J'attendais tellement ce moment. Et en fait, vu ce qui s'est passé, vu le fait que maintenant Potiron n'est plus là, 2024, c'est la seule année que j'ai passée à ses côtés. Donc, comment est-ce que je pourrais retenir cette année comme une année de merde, en fait? Juste parce qu'au boulot, c'était dur, mais jamais. 2024 serait du coup une année tellement précieuse, en fait. Et c'est ça qu'il faut que je retienne. Et c'est ça qui est difficile à appliquer dans sa vie, c'est que c'est vraiment l'idée de savoir relativiser les problèmes qui n'ont... C'est pas que ça n'a pas d'importance, mais voilà, non, le fait que le boulot était dur, non, ça fera pas que je retiendrai que 2024 c'était de la merde. Tout ce qui compte finalement de cette année 2024, c'est les moments qu'on a passés ensemble. Et bon, j'ai fait d'autres choses évidemment en 2024, mais je pense que de toute l'année, c'est ça le moment qui m'apparaît aujourd'hui le plus précieux. Et c'est ça que je voudrais conserver de cette année. Voilà, je vais conclure ici cette vidéo, simplement avec cette idée que je suis tellement reconnaissante d'avoir passé cette année avec elle, qu'elle ait choisi mon jardin, qu'elle ait accepté de me faire confiance, et qu'on ait pu partager ces moments, qu'elle ait rempli mon année d'amour. Voilà. Mon papa me disait que ici, pendant sa maladie, j'ai pris soin d'elle. Et que le deuil, maintenant, c'était prendre soin de soi. C'est pas évident. J'espère juste que là, elle est bien et qu'elle peut se reposer. Je vais vous laisser ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Prenez soin des êtres qui vous entourent et que vous aimez. Parce que c'est ça qui compte le plus. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite longue vie et prospérité.